à tous. Merci d'être là ce soir pour cette rencontre du Centre français de recherche sur l'Irak. Je suis Amrina Massaoudi, je suis la coordinatrice du centre qui a été fondé par le docteur Bakawan en 2021. Et ce soir, nous recevons avec plaisir Monsieur Pierre-Jean Luizard qui va traiter des questions socio-sécuritaires en Irak et en Syrie à l'aube d'éventuelles discussions d'un départ de la coalition internationale. Alors, Monsieur Pierre-Jean Luizard est un éminent chercheur sur la question de l'Irak, la question de l'islam et sur le Moyen-Orient de manière générale. Il est directeur émérite de recherche au CNRS et il fait partie du groupe Société, Religion et Laïcité. Il est notamment connu pour ses nombreux ouvrages tels que La question irakienne qui a été publiée en 2004, Le piège Daesh autour de l'histoire publié en 2015, ou encore Chiites et Sunnites, La grande discorde en 100 questions publiée en 2017. Monsieur Luizard a consacré sa carrière à l'étude des différentes dynamiques sociales, politiques en Irak et de manière générale au Moyen-Orient. Et nous avons l'honneur de le recevoir ce soir pour parler des différentes questions socio-sécuritaires en Irak et en Syrie. Avant de passer la parole à Monsieur Luizard, je vais brièvement introduire un contexte chronologique des différentes coalitions internationales en Irak. Donc il faut déjà revenir sur une date importante qui est le 11 septembre 2001, avec les attentats du groupe terroriste Al-Qaïda qui ont eu lieu sur le sol américain et qui a ensuite entraîné le déploiement des forces américaines en Afghanistan. En ce qui concerne l'Irak, la date importante est 2003, puisque en effet, en 2003, les États-Unis présentent au Conseil de sécurité de l'ONU des preuves, selon eux, irréfutables de la présence d'armes de destruction massive en Irak, et afin de demander une intervention des forces internationales, ce que l'ONU va refuser. Pourtant, une coalition menée par les États-Unis va se déployer en Irak en 2003 avec pour objectif d'éviter la prolifération des armes de destruction massive, mais également de renverser le gouvernement du président Saddam Hussein et de mettre en place un nouveau gouvernement. Alors, c'est ce qu'ils vont réussir à faire, puisqu'en avril 2003, le gouvernement de Saddam Hussein est déchu et ils vont mettre en place un nouveau gouvernement. Et dans la même année, Saddam Hussein sera arrêté et également exécuté. Alors si la coalition internationale, donc, qui est en déploiement en Irak en 2003, réussit à mettre en place un nouveau gouvernement, les différentes répercussions vont être le début d'une guerre civile en Irak. Voilà. Les forces de cette coalition internationale vont rester en Irak jusqu'à 2010. 2010, les forces américaines prennent le nom de force US en Irak. Et en 2011, le président, à l'époque, Barack Obama, décide de retirer les troupes armées de l'Irak. Donc voilà, c'est ce qu'on peut parler un peu de la première coalition internationale, plutôt coopération militaire, sous l'égide des États-Unis, qui s'est produite en Irak de 2003 à 2011. Une autre date importante pour le début de la deuxième coalition internationale, c'est septembre 2014, puisque cette coalition, d'abord composée de 22 pays, puis de 80 nations, va se déployer en Irak et en Syrie afin de lutter contre l'État islamique, mais également le front Al-Nusra, puisqu'à l'époque on avait remarqué une certaine expansion territoriale de l'État islamique qui avait pris des villes notamment comme Raqqa, Fallujah, Mossoul et Tikrit. Donc voilà, ces pays se déploient, principalement aussi les grandes armées européennes, se déploient en Irak et en Syrie dans le but de lutter contre l'État islamique. En 2019, considérant cette lutte contre l'État islamique comme un succès, la coalition internationale va se retirer de Syrie, mais va néanmoins rester en Irak. Voilà. Un autre événement qui va remettre un peu le feu aux poudres, c'est l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, qui était le général des forces Al-Quds, qui dépendent des gardiens de la révolution en Iran. Et il est assassiné avec également Abu Mehdi al-Mohandis, donc le fondateur de la milice Kateb Hezbollah, mais également des dirigeants du Hajj al-Sha'abi, aussi appelé Force de mobilisation populaire.
assassinat qui est réclamé, si je puis dire, par les États-Unis. Et ça va déclencher des tensions dans la région, puisque c'était deux personnalités importantes dans la région. En 2021, l'Irak annonce la fin de la mission militaire sur son territoire. Et Joe Biden, après avoir passé un accord avec le président de l'époque, Mustafa al-Kazemi, va parler d'un retrait donc des forces armées de l'Irak, mais va néanmoins laisser du personnel sur place afin de venir en aide à l'État irakien, de venir en aide aux forces armées irakiennes. Voilà. Néanmoins, depuis donc, un autre événement à prendre bien en importance, c'est donc voilà ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, le début de la guerre entre Israël et Gaza. Depuis octobre 2023, on a pu remarquer de nombreux échanges de missiles, de roquettes, de drones entre les forces américaines qui sont stationnées en Irak et différents groupes armés pro-iraniens qui sont situés sur le territoire irakien. Et depuis janvier 2024, il y a eu un événement qui a donné un regain des tensions en Irak. C'est en représailles, les États-Unis décident avec un drone de bombarder un des dirigeants d'une milice pro-iranienne qui va donc décéder, et ce qui va entraîner de nombreuses contestations dans le pays, appelant même le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani à remettre en cause la présence de la coalition internationale contre l'État islamique en Irak, et des discussions entre l'Irak et les États-Unis afin d'éventuellement parler d'une sortie du pays. Donc Mohamed Shia al-Soudani est reçu en avril 2024 à Washington pour 2 semaines par Joe Biden, et dans le cadre de cette visite à Washington, ils vont discuter des différents liens entre l'Irak et les États-Unis et moyens de coopération bilatérale entre les deux pays. Si les États-Unis s'étaient laissés jusqu'à juillet 2024 pour mettre en place une sorte d'agenda de début de retrait d'Irak, le 22 mai 2024, Joe Biden a renouvelé le mandat, donc le décret de 2023, qui mettait sous une forme de tutelle l'Irak, que ce soit au niveau sécuritaire, mais également au niveau économique, puisque les fonds irakiens se situent aux États-Unis. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Jean Luizard, qui s'y connaît plus que moi sur le sujet. Donc merci beaucoup pour cette présentation, merci pour l'invitation à présenter la situation actuelle de l'Irak à l'aune du retrait des forces alliées dirigées par les Américains et des institutions internationales dans un contexte qui apporte chaque jour son lot d'instabilité. La dernière en date étant la tentative de Muqtada Sadr, qui représentait lors des dernières élections la majorité des électeurs lors des élections législatives d'octobre 2021. Donc la revendication de Muqtada Sadr de la fermeture immédiate de l'ambassade américaine à Bagdad, assurant qu'il n'y aurait pas de violence ni de sang versé pour l'occasion, mais qu'il en faisait une priorité dans ce qui s'annonce comme son retour en politique, puisque, comme vous le savez peut-être, le vainqueur des élections législatives d'octobre 2021 s'était retiré de la politique et avait demandé à ses élus de démissionner du Parlement irakien, tout simplement parce qu'il ne voulait pas partager le pouvoir au sein d'un gouvernement où il y aurait des représentants des milices pro-iraniennes. Donc on est là dans un contexte de guerre interne à la communauté chiite entre, d'une part, une classe politique qui a été promue par un parrainage paradoxal dont on parle peu souvent, c'est-à-dire l'alliance inavouée entre l'Iran et les États-Unis
notamment dans la guerre contre Daesh à partir de 2014. Et la récompense que les milices chiites qui agissaient au sol sous la couverture des bombardements américains pensaient leur être due par des postes importants au sein du gouvernement, ce que refusait le principal leader des chiites, donc Muqtada Sadr, qui représente une version qu'on peut qualifier de nationaliste irakienne, très opposée à la mainmise de l'Iran sur le processus politique. Et il faut dire qu'il était aidé en cela par le caractère instable, chronique du système fondé à la fois par les Américains et par les Iraniens pour vaincre le régime de Saddam Hussein en 2003 et les insurrections qui ont suivi chez les sunnites et les chiites en 2003 et 2004, et pour vaincre Daesh à partir de 2014. Il y a donc eu un système politique qui s'est mis en place et qui a remis en selle des acteurs politiques membres de l'ancienne opposition au régime de Saddam Hussein, qui étaient rentrés d'Iran, et pour les partis islamistes, l'un d'entre eux étant habitué à gagner les élections, à savoir le parti Darwa, qui a été fondé dans les années 1950 et qui va s'arroger la présidence, le poste de Premier ministre dans une majorité de cas, et légitimer ainsi un système politique qui fait faillite devant nos yeux. Donc on est là actuellement dans un contexte où il y a à la fois une faillite politique illustrée par le fait que la classe politique est incapable de désigner un Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre puisqu'à chaque fois cela déclenche des oppositions et des refus au sein de la communauté majoritaire chiite, mais également chez les Kurdes et chez les Arabes sunnites. Et c'est cette situation d'instabilité dont tente de profiter Muqtada Sadr, mais la question qui se pose, c'est la suivante, à savoir, est-il prêt à aller jusqu'au bout pour renverser le système politique, ce qui était le slogan des manifestations de 2019-2020, lorsque un printemps arabe chiite tardif s'était manifesté et que Muqtada Sadr s'était fait le héros de l'antisystème en créditant le système à juste titre de tous les malheurs et de la misère, de la pauvreté qui a été le lot d'une majorité de la population irakienne, et notamment au sein d'un grand quartier qui était l'ex-bastion du Parti communiste irakien, le grand quartier chiite de Madinat al-Thawra, la ville de la Révolution à l'époque où le Parti communiste la dominait, et qu'on appelle aujourd'hui Madinat Sadr, à savoir la ville de Sadr, qui est le bastion du mouvement sadriste. Donc il y a aujourd'hui une claire conscience du fait qu'il n'est pas possible en Irak, mais également avec l'exemple libanais qui parle beaucoup aux Irakiens, parce que les Libanais ont vécu des années sans gouvernement pour des raisons identiques, à savoir l'incapacité d'un système politique où les uns et les autres sont mis en concurrence sur la base de leur appartenance communautaire et non pas sur la base de leur appartenance politique et citoyenne. En Irak, pas plus qu'au Liban, il y a de sociétés
civile unifiée. Et Moqtada Sadr donc l'a bien compris lorsqu'il a proposé de renverser le système en place. Le problème est qu'il en fait partie lui aussi de ce système, même s'il le dénonce, et qu'on peut se poser la question de savoir jusqu'où il est prêt à aller, notamment à travers l'instrumentalisation de la cause palestinienne, qui l'a vu tenter de voler aux milices chiites le leadership d'une cause qui, il faut le rappeler, n'est pas très populaire chez les Irakiens qui ont leurs propres problèmes, mais qui symboliquement compte beaucoup. Celui qui s'arroge la direction de la cause palestinienne jouit d'un prestige que n'ont pas d'autres, et il est vrai que les attentats d'octobre dernier dans la bande de Gaza et en Israël montraient bien que les milices chiites, même si elles avaient fait leur deuil de contrôler le gouvernement entièrement, entendaient bien partager le pouvoir avec les sadristes, ce que les sadristes refusent de façon nette et claire. On est donc dans un contexte de pays sans gouvernement, sans Premier ministre, et avec peu de chances d'une stabilité retrouvée à l'aune de la guerre de Gaza, puisque cette guerre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas réunifié les rangs chiites, mais les a au contraire opposés les uns aux autres comme jamais. Et les mois qui viennent s'annoncent très dangereux pour la paix civile en Irak, puisque jamais le pays n'a été autant divisé. C'est vrai pour les groupes minoritaires, j'entends par groupes minoritaires les Kurdes et les Arabes sunnites, qui se sont divisés et qui ont mis une fin à une entente temporelle qui a eu lieu au mois d'avril entre le mouvement sadriste, l'ex-premier ministre sunnite Halboussi et Barzani pour les Kurdes. Donc cette entente a été mise à mal par le rejet de Halboussi, qu'on a accusé de lien avec Israël. Et aujourd'hui, cette division touche même la communauté chiite à travers donc la concurrence et la course de vitesse pour savoir qui sera le meilleur défenseur de la cause palestinienne. Et la dernière sortie de Moqtada Sadr entend bien montrer qu'il n'est pas prêt à faire aucune concession, quelle qu'elle soit, aux milices chiites, ni même à l'Iran. Voilà, je vais terminer là, parce que la situation est tellement complexe et change chaque jour. Je crois qu'en avoir évoqué les grandes lignes, donc instabilité chronique du système politique en place et incapacité de la classe politique à retrouver une stabilité dans le cadre d'un système qui n'est pas réformable, et d'autre part l'émergence d'un pôle politique avec le retour en politique de Moqtada Sadr qui peut jouer un rôle négatif autant qu'il peut être positif, mais là très fort celui qui sait prévoir l'avenir, tant la politique de Moqtada Sadr est difficile à définir et tant ces positions politiques sont très versatiles et peuvent changer sans aucune raison visible du jour au lendemain.
Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur Luizard, pour cette intervention. J'aimerais revenir donc sur ce que vous avez dit concernant l'alliance inavouée entre l'Iran et les États-Unis, notamment face à l'État islamique. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Oui, il y a eu une alliance, il y a eu des coalitions internationales contre Daesh qui se sont formées, une dirigée par les États-Unis à laquelle la France participait, et d'autres pays européens et occidentaux. Et il y a eu une entente inavouée entre ceux qui maîtrisaient le ciel et ceux qui avaient des troupes au sol. Comme vous le savez, l'armée irakienne a très vite lâché prise face à Daesh à Mossoul en 2014. L'armée irakienne, il y a une débandade historique de l'armée irakienne qui a permis à Daesh de dévaler la vallée du Tigre sans et d'occuper le terrain depuis Mossoul jusqu'à Bagdad sans pratiquement tirer un seul coup de feu. Et l'armée irakienne, chacun était rentré dans sa région d'origine avec ses armes et tentait d'échapper aux accusations de désertion. Donc il fallait des forces au sol pour reprendre un terrain qui était bombardé massivement par l'aviation majoritairement américaine. Et ces forces au sol, c'était les milices chiites, puisque je rappelle que la direction religieuse chiite, incarnée par Ayatollah Sistani, avait proclamé le djihad contre Daesh, contre l'État islamique, et avait organisé une grande armée de miliciens intitulée la mobilisation populaire, El-Hashad al-Sha'bi, et que c'est cette mobilisation populaire qui a permis de reprendre le terrain, notamment à Mossoul, et ensuite de chasser Daesh des territoires qu'il avait conquis. Donc c'est une chose qui est visible quand on suit la guerre contre Daesh au jour le jour, mais qui évidemment n'a jamais été admise ni par un côté ni par l'autre. Il faut rappeler qu'une alliance un peu paradoxale également avait lieu en Syrie à la place des États-Unis, et on avait des bombardements russes et les troupes au sol étaient celles du Hezbollah libanais, qui était venu en force reconquérir les quartiers d'Alep, notamment ouest et est, bombardés, détruits par l'armée russe et reconquis par des miliciens libanais. Merci. Comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais vous, en tant que spécialiste de l'Irak, qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines élections de 2025? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Eh bien, je crois qu'il y a cette personnalité assez difficile à saisir de Moqtada Sadr qui détient les clés de 2025 pour l'Irak. S'il a le courage de mettre à bas le système politique en place et d'évincer la classe politique, il peut entamer un certain nombre de réformes qui mettent un terme à la corruption et au népotisme, qui sont intrinsèquement liés au système en place. Si en revanche, il joue une carte beaucoup plus partisane, je crains qu'on ait des affrontements, que les tensions ne s'aggravent et qu'on ait une sorte de guerre intra-chiite qui a menacé à plusieurs reprises, mais là qui serait effective. Très bien.
Qu'est-ce que, selon vous, vous envisagez, est-ce que vous envisagez, selon vous, un départ proche ou non de la coalition internationale, ou en tout cas des États-Unis, de par le renouvellement du décret de 2003? Est-ce que ça présage selon vous? Alors là, on est dans un contexte à la fois de faillite des institutions en place, mais de départ non seulement de la coalition internationale, mais des missions de l'ONU. Je rappelle que l'ONU, la guerre qui a renversé le régime de Saddam Hussein, a été faite contre la volonté des institutions internationales, en dehors donc de toute légitimité internationale, et que l'ONU a d'une certaine façon légitimé après coup une occupation militaire qu'elle avait condamnée au moment de la guerre. Donc aujourd'hui, l'ONU est identifiée par beaucoup d'Irakiens comme étant liée à la politique américaine, et donc le départ demandé par le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement, mais par les dirigeants irakiens du Parlement, du départ de la mission de la minuit, de la mission de l'ONU avant la fin 2025 et du départ immédiat des forces américaines dépend beaucoup du degré de faisabilité de la mission que semble s'être attribuée Moqtada Sadr. S'il réussit, les Américains, je pense, partiront, ainsi que la mission de l'ONU, même s'il y a une période transitoire qui est en négociation. S'il échoue, voilà, donc ça fera un argument supplémentaire pour dire que l'Irak n'est pas encore assez mûr pour vivre seul son destin. Très bien, merci beaucoup. Je vais ouvrir le temps d'échange, voilà, si vous avez des questions. Mossoul, à Bagdad, l'armée, l'État islamique a avancé facilement, mais que pensait la population, comment la population irakienne perçoit justement le fait que Daesh avance si vite? Est-ce qu'ils l'ont accepté comme ça? Alors, si vous voulez, quand on dit la population irakienne, il n'y a pas une population irakienne, mais des populations irakiennes. Et la chute du régime de Saddam Hussein, dans un régime d'occupation étrangère, américain essentiellement, a suscité la mise en place d'un nouveau système de confessionnalisme politique à la libanaise, à la différence qu'au Liban, les choses étaient officieuses. Je dis officieuses car ça n'est écrit nulle part. Le président maronite, le président du Parlement chiite et le Premier ministre sunnite, mais c'est exactement les mêmes processus, à savoir que l'occupation étrangère empêche la formation d'une société civile et met comme source de pouvoir l'appartenance à telle ou telle communauté. C'est ce qui a été promu en Irak sous le nom de tradition, ce qui est ridicule parce qu'au Liban on utilise aussi la formule libanaise As-Sira al-Lebnaniye, et il n'y a pas de tradition qui oblige un président de la République irakienne à être kurde, un premier ministre chiite et un président du Parlement sunnite. Donc dans le cadre de ce système de domination confessionnelle, les Américains, toujours dans une entente inavouée avec les Iraniens, ont mis en place un système qui prenait les victimes de l'ancien système de 1920 à 2003 pour les promouvoir comme les principaux acteurs de ce nouveau système qu'ils tentaient de mettre en place, à savoir les chiites et les Kurdes.
les chiites sont revenus massivement d'Iran et les Kurdes avaient de toute façon une semi-autonomie depuis une dizaine d'années. Et ce qui fait que ceux qui étaient sous le contrôle du gouvernement à majorité chiite depuis 2003 étaient considérés comme des ennemis par le gouvernement irakien. Les habitants de Mossoul en ont gardé un souvenir exécrable, puisque les chiites et les gouverneurs nommés par Bagdad, notamment, traitaient la population comme s'ils étaient en territoire conquis, sur une société vaincue. Et il y a eu un tel rejet de l'autorité de Bagdad que quand les premiers signaux ont manifesté l'intention de Daesh de passer à l'attaque, il y a eu un a priori favorable chez une majorité d'Arabes sunnites qui ne supportaient plus la mainmise, la corruption, le népotisme et l'insécurité qui régnaient sur des bases confessionnelles dans un pays qui était de leur, mais où ils étaient considérés comme des ennemis. Et ça explique le fait que très vite, l'opposition s'est muée en bienveillance envers Daesh, d'autant plus que les premiers mois de pouvoir de Daesh ont été, dans une certaine mesure, une réponse à tous les malheurs des habitants, c'est-à-dire qu'il y a eu une lutte contre la corruption qui a fait baisser les prix des produits de première nécessité comme les gens ne l'avaient pas connu depuis des années. La corruption, le népotisme, et les chefs de quartier se sont vus consultés et respectés dans leur choix politique. Et ça n'était pas arrivé depuis 2003, et même à l'époque du régime de Saddam Hussein, ça n'était pas arrivé. Voilà, cela explique que par rejet d'un pouvoir politique qui était confessionnel, chiito-kurde, il y a eu une bienveillance envers Daesh, même si celle-ci n'a pas résisté au tournant. Au bout de quelques mois, Daesh, qui était sur la défensive, a repris des travers qui étaient ceux qu'il dénonçait auparavant comme étant le fait unique du gouvernement de Bagdad. Je crois que, en fait, il y a eu quelques tensions entre le gouvernement central de Bagdad et le Kurdistan irakien sur les revenus pétroliers, notamment dans des zones particulières. Est-ce que les milices chiites entre elles ont la même position vis-à-vis des Kurdes ou est-ce qu'il y a, en fonction de leur proximité ou non avec Téhéran, il y a un positionnement différent vis-à-vis des Kurdes en Irak? Alors, votre question, elle est sur les différences entre les chiites et l'Iran. Oui, par rapport au problème kurde. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Évidemment, la position des uns et des autres ne peut pas être identique, étant donné que les Kurdes vivent dans une semi-autonomie depuis la défaite de la guerre du Koweït, et du fait que la pression internationale a permis la mise en place d'institutions kurdes. La politique iranienne envers les Kurdes est parfois difficile à saisir, parce que les Kurdes représentent en Iran une des minorités sunnites les plus importantes, et
et en Irak, ils ont souvent été considérés comme des alliés de l'Iran. Donc les relations entre les différentes communautés kurdes, que ce soit les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak et les Kurdes de l'Iran, ont souvent été conflictuelles. Et même en Irak, il y a une dizaine d'années de guerre civile entre Erbil et Soleimani, qui montre que le Kurdistan est loin d'avoir des positions unifiées, Soleimani étant traditionnellement plus proche de l'Iran, y compris culturellement, alors que le PDK, Barzani et Erbil mènent une politique beaucoup plus indépendante, avec des contacts avec la Turquie permanents, dont ont souffert beaucoup les Kurdes de Syrie, notamment. Merci beaucoup pour vos explications. J'aurais une question. En élargissant un petit peu la focale, vous avez parlé du risque que faisait peser actuellement la guerre à Gaza sur la stabilité d'Irak. Et on a vu qu'au Yémen, les Houthis s'étaient engagés en envoyant des missiles vers Israël et sur des navires dans la mer Rouge. Je crois que les échanges sont permanents, les échanges de tirs sont permanents entre le Hezbollah et Israël à la frontière avec le Liban. Est-ce que vous pensez que ce soit en Syrie ou peut-être même en Jordanie, puisqu'il y a eu des menaces dans ce sens-là, les milices chiites irakiennes pourraient aussi activer de nouvelles zones de friction? Bien, c'est très difficile à dire parce que les milices irakiennes, pro-iraniennes, sont multiples et elles répondent chacune à des stratégies de pouvoir concurrentes. Donc on ne sait jamais qui va faire quoi et qui a fait quoi. D'ailleurs, hein, il y a beaucoup de tirs qu'on ne sait pas identifier. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on joue avec le feu, aussi bien au Liban qu'en Irak, même si, comme je l'ai dit, la cause palestinienne n'est pas une cause irakienne au premier chef, parce que les Irakiens pensent à juste titre qu'ils ont leurs propres problèmes à résoudre d'abord. Mais il est certain que, par exemple, le caractère irréformable du système en place est lié à la présence de ces milices. Quand on est en Irak, par exemple, et qu'on parle avec les uns et les autres du caractère irréformable du système, la discussion se termine parfois, et même souvent, par le constat, finalement, il n'y a que l'armée. Il faudra un coup d'État militaire. Mais le problème est que les milices font partie des forces armées, et quel serait leur rôle. Et l'armée, on l'a vu, n'a pas retrouvé les couleurs de l'époque de Saddam. Elle continue à être impactée par la débâcle face à Daesh. Donc je ne sais pas si l'armée irakienne serait capable de mener un coup d'État dans le contexte actuel, étant donné que l'essentiel des efforts militaires chiites vont aux milices, beaucoup plus qu'à l'armée. Merci. D'autres questions pour... Merci beaucoup. À l'inverse, si on recentre la focale, j'ai une question sur la tutelle économique des États-Unis sur l'Irak. Comment ça se manifeste concrètement au niveau des comptes? Est-ce que les dirigeants publics n'ont absolument pas d'accès à leurs comptes publics sans un décret américain? Est-ce que ça se manifeste concrètement? Alors, il y a une mission de l'ONU qui est censée, la MINUI,
qui est censé protéger des vols de l'argent public et notamment des revenus pétroliers. Mais bon, on sait très bien qu'une grande partie de la manne pétrolière est utilisée pour acheter des loyautés et que les dirigeants irakiens ont la possibilité de le soustraire aux Américains comme à la minuit. Bon, par exemple, on sait que le Hezbollah est payé par de l'argent iranien via le gouvernement irakien. Donc les proxys ont entre eux des liens économiques qui permettent ce genre de choses. Et en Irak, c'est toujours très compliqué de parler de l'argent du pétrole parce qu'on met le doigt sur quelque chose de très sensible. Le pétrole est considéré comme un bien privé par beaucoup qui l'utilisent pour leur propre chapelle et on n'a pas les moyens de contrôler. C'est peut-être ce qui différencie le plus le mouvement sadriste des autres mouvements. Le mouvement sadriste est le moins corrompu. Il a d'autres sources de revenus. Et les milices chiites, par exemple, sont directement financées par des puits de pétrole qui sont considérés comme un moyen d'assurer le pouvoir de tel ou tel clan, quoi. Que ce soit au sein de la mobilisation populaire ou en dehors. Beaucoup de groupes chiites ont quitté la mobilisation populaire soi-disant pour des raisons politiques, alors qu'en fait, c'était pour des raisons économiques. Et ils sont revenus pour certains. Moi, j'aurais bien voulu vous entendre sur les risques de résurgence de l'État islamique et notamment le terreau que peuvent représenter les camps de déplacés où sont actuellement les familles qui ont été affiliées à l'État islamique sans le droit de retourner dans leur village et leur ville d'origine. Oui, alors il y a eu un mouvement important ces derniers mois qui a vu l'État irakien financer le retour de familles de militants de Daesh vers des camps kurdes irakiens, notamment près de Soleimani. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le retrait américain fragilise les Kurdes syriens qui avaient la garde du camp d'Al-Hol et risquait de provoquer la fuite de militants considérés comme dangereux. Et ils ont préféré confier la tâche de la garde de ces militants et des familles de militants aux Kurdes d'Irak qui semblent mieux préparés à les garder et à les empêcher de s'échapper. Alors, si vous voulez, la question que vous me posez sur les risques de voir Daesh revenir sur le devant de la scène politique dépend directement du caractère irréformable du système politique. Si le système politique est modifié
avec la mise à la retraite de la classe politique qui est honnie par l'immense majorité des Irakiens aujourd'hui. Alors à ce moment-là, Daesh aura peu d'arguments à faire valoir pour revenir. Si par contre le système en place demeure, avec la corruption, le népotisme et les violences, l'instabilité gouvernementale, on peut craindre que Daesh ne reprenne des actions terroristes. La question qui se pose et qui différencie Daesh d'Al-Qaïda, par exemple, c'est la territorialisation. C'est vrai que les Irakiens qui avaient fait confiance à Daesh n'ont pas, in fine, gardé un très bon souvenir de l'expérience Daesh, en tout cas dans les derniers mois. Et je crois que le plus probable est que Daesh se contentera non pas de conquérir des territoires comme il l'a fait en 2014, mais de s'arroger la palme du premier groupe terroriste avant les autres groupes qui pourraient émerger à la faveur de la faillite d'un système que personne ne peut remplacer. Mais tout dépend du seul acteur capable de renverser le système, c'est-à-dire de Moqtada. Est-ce qu'il a la volonté de renverser le système? Est-ce qu'il a... vous voyez, en 2019-2020, il y a eu une sorte de printemps arabe tardif, comme je l'ai dit, et l'un des slogans des manifestants, c'était « Bismeddin Bagoun al-Haramiye ». Au nom de la religion, les brigands nous volent. Et ça voulait bien dire le rejet qu'il y a d'une classe politique liée à des partis qui se réclament de la religion. Et très souvent, d'ailleurs, quand on est en Irak, on est frappé par le rejet du lien entre religion et politique chez beaucoup d'Irakiens, qui reprennent l'argument qu'on entend en Iran. Avant, on disait il faut protéger la politique de la religion, et maintenant on entend il faut protéger la religion de la politique. D'autres questions pour M. Guittard? Dans la continuité de ce que vous venez de dire, comment du coup la population irakienne perçoit-elle le retrait de la coalition internationale? Les Irakiens ont compris que le système dont ils souffrent est directement lié à l'occupation étrangère. Et l'occupation étrangère, ça a été l'occupation américaine. Donc il y a une immense majorité d'Irakiens, peut-être à l'exception des Kurdes, qui voient d'un bon œil le départ des... Personne ne défendra le maintien en place des Américains. En revanche, pour la mission de l'ONU, les choses sont différentes, même si on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'indépendance de l'ONU par rapport aux États-Unis. Il y avait quand même un recours du droit international pour, par exemple, chasser l'impunité quand il y avait des atteintes aux droits de l'homme. Il y a quand même eu quelques procès grâce à la minuit. Et si l'ONU disparaît, il n'y a plus de droit international. C'est-à-dire que l'ONU n'est pas considérée comme occupant militaire, mais comme simplement faible. Donc je pense que une grande majorité d'Irakiens ne verrait pas d'un bon œil le départ de la minuit du jour au lendemain, mais verrait plutôt ça à travers une période transitoire qui permettrait d'améliorer les affaires de corruption, d'impunité et tout ce que la minuit était censée charger de surveiller, quoi.
Et en ce qui concerne les réactions par rapport à un possible départ de la coalition menée par les États-Unis? Alors, oui, comme je le disais, la coalition, c'est une revendication irakienne, la coalition militaire. Le départ des Américains a été acté pour 2011. Il a été remis en cause du fait de la guerre contre Daesh. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'Irakiens rendent les Américains responsables du système politique en place. Et disent que le confessionnalisme politique dont souffre l'Irak et qui empêche tout développement démocratique et toute société civile de s'exprimer, c'est lié directement à l'occupation étrangère. Et ils font, j'ai vu, beaucoup de parallèles avec l'occupation britannique à partir de 1914 et la façon dont les Anglais, qui étaient chargés par la SDN d'installer la démocratie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ont en fait installé un système de domination des élites arabes sunnites sur les deux autres communautés, chiites et kurdes. Donc il y a chez les Irakiens la conscience du lien puissant entre l'occupation étrangère et le confessionnalisme politique. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on comprend qu'il y a une opposition forte de la population à la présence des troupes américaines, mais il y a d'autres pays qui sont présents aux côtés des États-Unis au sein de la coalition, notamment des pays européens dont la France. Je crois me souvenir que la mission militaire des pays occidentaux est passée sous le commandement de l'OTAN plutôt que directement des États-Unis. Est-ce que on pourrait imaginer que pour renforcer la mission de l'ONU, si elle pouvait rester, des troupes occidentales puissent passer sous mandat ONU plutôt que OTAN, et ainsi essayer de garder une forme d'équilibre, parce que si on poursuit un petit peu le raisonnement, le départ des troupes américaines, c'est aussi laisser le champ libre complet à l'influence iranienne sur l'Irak. Oui, je ne vois pas encore une fois, à l'exception des Kurdes, je ne vois pas quel acteur prendrait le risque aujourd'hui de défendre le maintien en place de troupes occidentales en Irak. Encore une fois, il n'y a pas le sentiment que plus d'Amérique permettrait moins d'Iran. Il y a au contraire l'idée selon laquelle il faut se débarrasser des influences étrangères, quelles qu'elles soient américaines ou iraniennes. Et la haine des uns est égale aujourd'hui celle des autres. J'ai pu voir la haine des Iraniens chez beaucoup d'Irakiens, et notamment dans les villes saintes, où les Iraniens ont mis la main sur l'hôtellerie et sur tout ce qui est l'organisation des pèlerinages, avec les bénéfices qui en découlent. Et les Irakiens n'ont pas de mots assez durs contre les Iraniens. Les chiites, on est en contexte chiite, d'ailleurs c'est chez les chiites qu'on rencontre le discours anti-iranien le plus féroce. C'est une question pour rebondir sur la question. Mais donc, imaginons que les deux, par exemple, la mission de l'ONU part et la coalition part également. Quelles seraient les conséquences en fait pour la coopération militaire entre la France et l'Irak, puisqu'on a quand même toujours une opération, même si elle est dans une phase un peu finale de conseil et elle est en train de baisser un peu la voilure, quelles seraient les conséquences en fait? Est-ce que les Irakiens pourraient dire du jour au lendemain on arrête tout
toutes les relations de coopération avec toute armée occidentale, y compris la France qui par exemple ne s'est pas engagée en 2003 aux côtés des États-Unis. Disons que l'opération Chamal a pris un terme et aujourd'hui on ne peut pas dire que la France ait un poids militaire décisif. Il y a quelques dizaines d'instructeurs qui forment du personnel irakien, mais je ne crois pas que le départ de ce qui reste des forces françaises change quoi que ce soit. Et au contraire, je pense que ce serait un moyen de développer des relations économiques qui ne demandent que cela du point de vue irakien. Puisque aujourd'hui, devant l'impossibilité de réformer le système en place, on joue sur l'économie. Hein, vous avez dû voir que on pense que le dollar est en passe de remplacer la réforme politique. Plus il y a d'argent et mieux ça ira. C'est le contraire, plus il y a d'argent, plus il y a de corruption, et plus il y a de corruption, plus le système se renforce. Mais la France a perdu beaucoup de son influence, et je ne vois pas de regret majeur, en l'occurrence, sur un départ d'une force qui est très limitée, quoi. La Turquie, surtout dans la région gouvernorat de Ninive où il y a le consul général à Erbil, est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur justement comment la Turquie perçoit cette mainmise de l'Iran sur l'Irak, hein, autant le dire, et comment il y a cette recomposition des forces? Bien, le problème de la Turquie, c'est pas tellement les chiites, c'est les Kurdes. La Turquie n'a eu qu'à se féliciter de la divergence majeure entre Kurdes de Syrie et Kurdes d'Irak. Bon, je connais moins bien la politique turque des dirigeants kurdes. Je sais que les camps de réfugiés du PKK ne sont pas toujours les bienvenus au Kurdistan d'Irak. Et que les dirigeants kurdes, en l'occurrence surtout surtout Barzani, jouent l'intérêt de la région autonome kurde plus que les intérêts d'une politique kurde à l'échelle globale, à l'échelle régionale. Ce qui explique la visite récente d'Erdogan à Erbil. Mais encore une fois, ça n'a pas révolutionné, c'est un peu du jour le jour. C'est un peu, j'ai un peu de mal à définir la politique kurde des dirigeants kurdes d'Irak, qui voient leurs propres intérêts en premier. Et je dirais, quand je dis leurs propres intérêts, c'est celle d'Erbil, beaucoup plus que celle de Soleimaniye, par exemple. Alors, je vais prendre encore une ou deux questions avant de clôturer cette rencontre. Oui. Pour revenir sur un possible retrait de la coalition internationale, de la coalition américaine, est-ce qu'on pourrait penser que l'État islamique pourrait pourrait utiliser ce retrait de la coalition internationale comme un argument qui justifierait que le système irakien soit non viable et non réformable? Est-ce que ce serait un argument qui pourrait être utilisé par l'État islamique? Si vous voulez, Daesh n'a pas besoin d'arguments pour intervenir.
ce qui aiderait Daesh à intervenir, c'est le maintien en place du système actuel. C'est ça l'espoir qu'ont les dirigeants de cette organisation, et sachant très bien que c'est un système qui n'est pas réformable. Et soit il faut le changer, soit on va vers une guerre qui opposera beaucoup d'acteurs entre eux, et parmi cette guerre, Daesh fera partie des acteurs. Mais je ne vois pas de retour de Daesh aux portes de Bagdad comme en 2014 par exemple. Simplement, quand on fait la liste des divisions au sein des chiites, au sein des sunnites et même au sein des kurdes, on se dit que c'est mûr pour un chaos généralisé, quoi. Et que l'Irak a besoin d'un acteur en dehors du système qui réussisse à mettre ce système à bas. Alors le seul que je vois capable d'une telle prouesse, c'est, comme je l'ai dit, Muqtada, mais Muqtada nous a habitués à beaucoup de volte-face qui n'inspirent pas toujours la confiance. Une dernière question, monsieur. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur les conséquences de ces divisions générales et de la situation sur les civils, et notamment les impacts sécuritaires en matière d'attaque, de violence, d'atteinte aux droits de l'homme? On n'imagine pas que les milices agissent conformément aux droits de l'homme. Et même, si vous voulez, on est dans un tel contexte de division que tout peut être possible. Par exemple, on a vu la réception il y a quelques jours à Kerbela, l'une des villes saintes chiites, d'une délégation wahhabite. Je rappelle que Kerbela a été la cible des attaques des tribus wahhabites pendant tout le XIXe siècle, et que notamment en 1802 il y a eu plusieurs milliers de morts, et que le dôme de l'imam Hussein avait été détruit et volé. Donc il y a eu une réunion entre la Marja'ia chiite et cette délégation wahhabite pour prendre de course Mohammed Ben Salman dans sa drague, si l'on peut dire, des dirigeants irakiens en place. Donc, si vous voulez, il y a de telles divisions. De la même façon, Muqtada Sadr, que je présente peut-être à tort comme le sauveur face à un système politique inchangeable, est partisan de deux choses qui n'inspirent pas confiance. Il a dit que s'il arrivait au pouvoir, il imposerait Yom el-Ghadir comme un jour de commémoration pour l'ensemble des musulmans. Yom el-Ghadir commémore la désignation de Ali par le prophète de l'islam, et donc commémoré par les chiites chaque année, et évidemment considéré très différemment par les sunnites. Et la tentative de Muqtada Sadr de renverser le système n'est pas la garantie d'une libéralisation, comme le montre sa volonté de défendre une loi anti-LGBT, par exemple. C'est devenu anti-homosexuel de faire passer une loi qui n'a rien de libéral, mais qui condamnerait l'homosexualité à 15 ans de prison. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sorti d'affaire et que rien n'est sûr,
mais le pire n'est jamais sûr. Le pire, c'est une forme de chaos généralisé, chacun se battant contre l'autre au sein de sa communauté et sans possibilité de trouver une force capable de rétablir la stabilité. Et le moins mauvais, si l'on peut dire, ce serait le remplacement du système actuel par un système, même s'il n'est pas libéral, qui permette à une société civile irakienne de s'exprimer en dehors des appartenances communautaires. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes contre le confessionnalisme politique, voyez par exemple au Liban, après le mouvement, où il y a beaucoup de comparaisons à faire entre le Liban et l'Irak, mais après le mouvement contre le confessionnalisme politique, on avait interviewé des jeunes qui le matin voulaient mettre à bas le confessionnalisme politique, et on leur demandait s'il y avait une loi qui était proposée mettant à bas le système confessionnaliste du jour au lendemain. Est-ce que vous voteriez pour? Et là, lever de bouclier, ah non, 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 ça serait trop dangereux, parce qu'on n'aurait rien, personne pour nous défendre. Et c'est vrai, c'est pas l'armée libanaise qui va défendre les chrétiens, les sunnites, les chiites, les druzes. Et il y a ce même réflexe d'autodéfense confessionnelle, justifié d'ailleurs, parce que, bon, il y a eu des crimes, pour répondre à votre question, il y a eu des crimes, et hélas en Irak, très peu de gens ont les mains propres. Bon, faut regarder les choses en face. Merci beaucoup, Monsieur Luizard, pour ces propos et cet échange très instructifs qui, je pense, nous ont permis à tous d'avoir une meilleure compréhension du irakien, à la fois sécuritaire mais également sociale, mais également aussi d'avoir une visibilité sur la question syrienne. Je vous remercie également d'être présent ce soir pour cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup.